Depuis quelque temps, un nouvel outil d'investissement fait parler de lui, les ETF actifs. Aux États-Unis, ils gagnent du terrain et représentent déjà 4% des encours totaux des ETF, soit des centaines de milliards de dollars. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une révolution? Vont-ils détrôner les ETF passifs, ces mastodontes de l'investissement? Aujourd'hui, on plonge dans une étude sérieuse pour voir ce que les chiffres nous disent vraiment. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des ETF et plus précisément des ETF actifs. Donc j'ai trouvé une étude de Morningstar dont je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va voir dans un premier temps ensemble qu'est-ce que c'est les ETF premièrement. Et puis derrière on ira voir qu'est-ce que c'est aussi Morningstar, quelle est cette entreprise et que font-ils pour que tout le monde puisse comprendre ce dont on va parler et le sérieux de cette étude par la suite. Donc on se retrouve tout de suite sur un article pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un ETF. Donc on se retrouve sur cet article de Nalo, donc vous aurez le lien en description si jamais vous voulez aller voir et en savoir plus, qui va nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est un ETF. Donc déjà juste avant de commencer, je voulais vous dire, le sujet de cette vidéo, ça va pas être de rentrer en détail et en profondeur sur c'est quoi un ETF justement et tout l'univers des ETF qui existent parce que c'est vraiment un sujet qui est très très large que j'ai envie de traiter et que je traiterai par la suite. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les ETF et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo que vous avez envie de voir assez rapidement ou s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous intéresseraient peut-être au préalable. Mais sinon, voilà, c'est sûr qu'un jour, je ferai une vidéo complète sur vraiment qu'est-ce qu'un ETF et j'essaierai de couvrir un maximum de choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce produit-là. Voilà, on clôt la parenthèse ici. Donc, un ETF, qu'est-ce que nous dit cet article? Vous cherchez à comprendre ce qu'est un ETF et comment investir en bourse simplement. Donc déjà, juste avec cette phrase, on comprend que c'est un produit qui va nous permettre d'investir en bourse. Donc les ETF permettent d'accéder à des centaines d'actions ou d'obligations en une seule transaction avec des frais réduits. Donc déjà, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en une seule ligne, on va pouvoir avoir accès à un panier d'actifs, des actions, des obligations, peu importe. Mais en une seule ligne, on va pouvoir acheter parfois plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'actifs d'un seul coup, contrairement aux titres cotés comme les actions pures, comme les actions Renault, Apple, Tesla, peu importe, ou des obligations pures également, où on n'achètera forcément qu'une seule ligne à la fois. Un ETF, déjà, ça nous permet un petit peu au même titre que les OPCVM, donc les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Un ETF nous permet d'acheter plusieurs titres en une seule ligne avec des frais réduits. Donc ça, c'est assez important à retenir pour la suite. Apparemment, il y aura moins de frais. Effectivement, il y aura bien moins de frais que sur les concurrents OPCVM notamment, puisque sur les OPCVM, les fonds actifs, il y aura un gestionnaire de fonds qui aura un mandat dont l'objectif sera de surperformer un benchmark, un indice de référence. Et donc pour ça, il y aura une stratégie qui sera mise en place, une gestion active, il y aura des passages d'ordre qui seront plus nombreux. Et donc tout ça, ça va générer des frais. Et généralement, sur un OPCVM, vous arrivez quand même assez vite à avoir des frais de 2%, voire même plus. Alors tandis que sur un ETF, quand vous êtes à 0,5%, vous êtes déjà sur un ETF qui est quand même relativement cher. Généralement, vous pouvez facilement en trouver à moins de 0,3% de frais par an, ce qui est quand même assez dérisoire, surtout quand on les compare aux OPCVM. Donc, que vous souhaitiez investir dans les grandes entreprises américaines ou diversifier votre épargne à l'international, ces trackers offrent une solution simple, efficace et accessible à tous les profils d'investisseurs. Donc là, il y a juste un mot sur lequel je voulais m'arrêter dans cette phrase, c'est le mot tracker. Et on va y revenir juste après, vous allez voir. Mais effectivement, à la base, les ETF, principalement les ETF passifs, sont là en fait pour répliquer la performance d'un sous-jacent. Et c'est ce qu'on va voir là juste après.
Donc, qu'est-ce qu'un ETF? Définition. Un ETF en finance, aussi appelé tracker ou fonds indiciel coté, est un produit financier innovant qui combine les avantages des fonds d'investissement traditionnels et la simplicité des actions cotées en bourse. Donc en fait, la principale caractéristique d'un ETF par rapport à tous les autres fonds d'investissement que sont les OPCVM, c'est qu'un ETF, c'est un fonds coté en bourse. En fait, c'est ce que ça veut dire. En anglais, si vous traduisez Exchange Traded Fund, c'est fonds coté en bourse. Donc la principale particularité d'un ETF, c'est ça, c'est que c'est un fonds qui est coté au même titre qu'une action. Ce qui veut dire que vous avez en permanence accès à la composition de cet ETF et que pendant les horaires d'ouverture de bourse, vous pouvez les échanger en passant des ordres à l'achat ou à la vente sur votre broker préféré. Vous pouvez les échanger en quelques secondes comme n'importe quelle action en direct. Ce qui n'est absolument pas le cas des OPCVM qui, eux, ont des dates de cotation qui sont plus ou moins éloignées les unes des autres en fonction de l'OPCVM. Et du coup, en fait, quand vous allez passer une opération sur l'OPCVM, vous n'avez aucune idée de quand est-ce qu'elle sera validée, ni de à quel prix elle sera validée, ni de rien du tout. C'est beaucoup moins transparent que tout ce qui est coté, et c'est aussi beaucoup moins réactif. Puisque par exemple, il existe des OPCVM sur de l'immobilier qui sont cotés une fois tous les mois ou une fois tous les mois et demi. Et donc, si vous avez ce type de fonds en portefeuille que vous avez décidé de les vendre, eh ben potentiellement, vous allez devoir attendre un mois avant que l'ordre puisse être validé, ce qui ne sera absolument pas le cas sur un ETF. Voilà. En pratique, un ETF réplique fidèlement la performance d'un indice de référence précis que ce soit. Donc des indices boursiers, le CAC 40, le Nasdaq 100, le MSCI World, le S&P 500, des secteurs économiques spécifiques, donc la technologie, la santé, l'énergie, des régions géographiques, donc les États-Unis, l'Europe, les marchés émergents, ou des stratégies d'investissement particulières. Donc la stratégie growth, la stratégie value, la stratégie socialement responsable, etc. Et donc effectivement, à la base, en tout cas, un ETF, c'est ça. C'est un fonds qui va répliquer la performance d'un indice aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire que vous investissez sur un ETF CAC 40, le CAC 40 fait moins 20%, votre ETF, normalement, devrait faire également moins 20%. Le S&P 500 fait plus 10%, votre ETF S&P 500 devrait faire également plus 10%. Ça, c'est à la base, c'est donc un ETF, c'est un ETF passif, mais à la base, un ETF, c'est ça. Donc, ça peut répliquer plusieurs choses, comme on a vu, donc les indices boursiers, des secteurs économiques spécifiques, des régions ou même des stratégies d'investissement. Sauf qu'en fait, depuis quelques années aux États-Unis, et on entend de plus en plus parler même chez nous maintenant, vous avez donc des ETF actifs qui apparaissent, et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et donc un ETF actif, à la différence d'un ETF passif, il va y avoir une gestion active donc à l'intérieur du fonds. Donc en fait, ça va être exactement comme un OPCVM, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gérant de fonds dont l'objectif va être de battre l'indice sous-jacent auquel l'ETF se compare. Et donc la principale différence entre un ETF actif et un OPCVM, et même la seule pour moi, c'est que du coup, l'ETF étant coté en bourse, il pourra s'échanger beaucoup plus rapidement. Et également, comme on garde un petit peu quand même la structure de l'ETF dont le principal intérêt est ses faibles frais de gestion, les ETF actifs auront également globalement moins de frais de gestion que les OPCVM classiques. Mais voilà, pour faire simple, un ETF actif, c'est vraiment le concurrent direct d'un OPCVM, sauf qu'il est normalement moins chargé en frais et qu'il est coté en bourse. Et il a le même objectif, c'est-à-dire d'aller surperformer, ou du moins essayer de surperformer, un indice de référence qui peut être tout ce qu'on a vu dans cet article. Voilà, donc maintenant, avant de passer sur l'étude de Morningstar, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller voir quelle est cette entreprise Morningstar et en quoi est-ce qu'ils sont pertinents pour aller donner leur avis donc sur le marché. Quelle est cette entreprise, quel est son rôle et à quel point en fait leurs études sont-elles crédibles et à quel point est-ce qu'on peut leur faire confiance et se baser là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite sur un autre site pour vous expliquer ce qu'est Morningstar. Donc on se retrouve sur un article d'Investopédia, encore une fois vous aurez le lien en description, qui nous dit qu'en fait Morningstar est une société de recherche en investissement et de services financiers qui fournit des analyses d'investissement, des notations de fonds et d'autres services professionnels et d'investissement. Ça a été fondé en 1984
et le fondateur est resté le PDG jusqu'en 2017. En 2022, Morningstar a lancé son groupe Wealth Management Solutions pour fournir des services de gestion de patrimoine plus complets en plus de ses offres actuelles. Morningstar publie des notations de risque pour les fonds communs de placement cotés en bourse et les fonds négociés en bourse que sont les ETF. Les notations de risque, également appelées notes étoiles, vont de 1 à 5, une étant réservée aux fonds les moins performants et 5 aux fonds les plus performants. Donc en fait, pour faire très simple, Morningstar, c'est une société d'analyse en investissement qui quand même a pignon sur rue depuis des années, pour ne pas dire des décennies, et qui est quand même une référence dans ce secteur. Et donc voilà, je tenais quand même à vous montrer ça avant qu'on démarre l'étude, parce que si vous ne connaissez pas Morningstar, vous pouvez vous dire, bah ouais, on sait pas qui c'est, eux ils sortent des études, mais est-ce qu'on peut vraiment y faire confiance? Est-ce que c'est fiable? Donc voilà, je vous invite, si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire un petit peu des recherches sur Morningstar, et vous verrez à quel point c'est une entreprise qui est crédible, qui est connue et qui est utilisée par les investisseurs, que ce soit des investisseurs particuliers ou professionnels, pour avoir des informations sur les fonds, les choses comme ça. C'est vraiment une entreprise qui est très très crédible et qui est très très implantée depuis des années. Et pour moi, donc, on peut totalement leur faire confiance. Et donc, on va se retrouver sur l'étude et on va commencer à regarder de quoi on parle. Et donc, pour changer un petit peu, on va tout d'abord commencer par quasiment la toute fin du rapport. En tout cas, le dernier point qu'on verra, nous, dans ce rapport. Et c'est comment sont calculées les différentes choses qu'on va voir justement tout au long de cet article. Et donc, notamment, le success rate. Donc, en fait, le taux de succès en français. Donc, ils nous disent que le taux de succès indique le pourcentage de fonds qui, au début de la période, ont survécu jusqu'au bout de la période de calcul et généré un rendement supérieur par rapport à une moyenne passive équipondérée par actif, pondérée par actif et pas équipondérée sur la période. Donc, en gros, ce taux, ça mesure en gros les fonds actifs qui auront fait mieux que leurs concurrents passifs qui ont le même, qui sont pondérés de la même manière, pour faire simple. C'est un petit peu compliqué à traduire, mais donc voilà, c'était bien important qu'on sache ça avant d'aller analyser justement tous les tableaux qu'on va analyser ensemble et qu'on comprenne bien de quoi on parle et qu'on parle bien de la même chose. Une chose importante aussi qui est signalée ici, c'est qu'ils disent que pour calculer ce taux de succès, ils ne prennent pas en compte le pourcentage de surperformance du fonds actif. C'est-à-dire qu'un fonds qui va à peine surperformer son indice a autant de poids qu'un fonds qui aurait fait x2 par rapport à son indice, par exemple. Donc la surperformance n'est pas un critère dans le taux de succès. Voilà, donc on est revenu au début de l'étude et on va commencer à regarder ce qu'on nous dit au tout début. Donc, l'étude Morningstar Active Passive Baromètre est un rapport semi-annuel, donc ça sort tous les 6 mois, qui mesure la performance des fonds actifs contre des fonds passifs par rapport aux catégories qui existent chez Morningstar. Donc, ils analysent 9279 fonds qui représentent 23 trillions d'assets d'actifs sous gestion, soit à peu près 68% des fonds qui existent aux États-Unis à fin 2024. Donc, ça évalue la performance des fonds contre leur homologue passif, et le benchmark, donc l'indice de référence auquel on le compare, reflète donc la performance actuelle nette de frais d'un fonds investi passivement. Donc ça prend vraiment en compte comment $1 investi dans un fonds actif se serait comporté si on avait, par rapport à si on avait investi ce même dollar dans un fonds passif. Et une chose intéressante ici, ça compare également la performance des fonds actifs par leur niveau de frais. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir dans les tableaux qu'on va voir un petit peu plus loin, 2 colonnes qui vont dire les fonds actifs qui ont le moins de frais, voilà leurs résultats, par rapport aux fonds actifs qui, eux, ont le plus de frais, et voilà leurs résultats. Et c'est ce qui m'a semblé important, moi, et intéressant dans cette étude de Morningstar, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure,
le principe des ETF, c'est que normalement, ils sont moins chargés en frais que les OPCVM. Même s'il est vrai que les ETF actifs sont un petit peu plus chargés généralement que les ETF passifs, ils font néanmoins partie, je pense, et j'en suis même convaincu, des fonds actifs qui seront les moins chargés en frais. Et donc, quand on va examiner cette colonne, on va pouvoir partir du principe qu'on examine en fait les ETF actifs parmi la classe des OPCVM les moins chargés en frais. Ils feront en tout cas partie de cette classe d'actifs, et donc on pourra vraiment comparer parmi ces fonds les moins chargés en frais. Et donc, on pourra vraiment comparer, pour moi, la performance donc, des ETF actifs par rapport aux ETF passifs. Alors, voici les premières données qu'on a. Donc déjà, on nous dit ici, sur un an, 42% des fonds à stratégie active ont survécu et ont battu leur indice de référence passif sur un an. Ce qui est à peu près au même niveau que sur l'année 2023. Donc sur un an, on a uniquement 42% des fonds qui ont une stratégie active qui battent leur indice de référence. Sur un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Un an, c'est rien du tout. Hein. Moi, je le dis sur cette chaîne, et si on investit en bourse, c'est pour au minimum 20 ans. Mais déjà, sur un an, ça veut dire qu'on a 58% des fonds actifs qui n'arrivent pas à battre leurs indices. Ça commence mal, hein. Donc les stock pickers US, donc ceux qui achètent des actions individuelles, il y en a 38% qui ont réussi à battre leurs indices de référence en 2024, ce qui est un petit peu mieux que 2023 où c'était 37%. Les gestionnaires actifs parmi les small caps, donc les petites entreprises, ont surperformé leur indice à 43%. Ça veut dire encore une fois qu'il y a 57% des fonds actifs qui n'ont pas réussi à battre leurs indices sur les small caps. Et sur les mid caps, donc les moyennes entreprises, pareil, il y en a 37% en fonds actifs qui ont réussi à battre leur indice de référence. Et les large caps, 37% également. Sur un an, hein. Toujours pareil, sur un an. Donc vous voyez, ça veut dire 37%, ça veut dire qu'il y a 63% qui n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Donc là, ils nous disent que les stratégies actives, principalement sur les actions, ont vraiment eu très peu de succès sur 2024. Et donc, parmi les catégories Morningstar, il y en a 5 qui ont vu leur taux de succès perdre 14% entre 2023 et 2024 pour atteindre les 40%. Et là, on nous dit que les stratégies sur les actions internationales et les actions nationales, donc je pense aux États-Unis du coup, ont également perdu 3% pour s'établir à seulement 20%. Ça veut dire qu'il y a là, pour les actions internationales et même les actions nationales, il n'y a que 20% des fonds actifs qui ont réussi à battre leur sous-jacent passif. Autrement dit, il y en a 80% qui n'ont pas réussi. Hein. Alors ici, on a dit qu'il y a plus de 63% des fonds actifs sur les obligations qui ont réussi à battre leur passif sur un an. Ce qui fait un pourcentage de hausse de 15% par rapport à 2023. Donc là, les managers actifs sur les obligations, sur un an en tout cas, ont réussi à surperformer en grande majorité leurs indices de référence. Mais encore une fois, c'est sur un an. On verra tout à l'heure si sur 10, 15, 20 ans, c'est toujours le cas. Donc les fonds actifs qui sont analysés par Morningstar ont boosté leur succès de 6 points ou plus. Et il y en a même certains qui ont une catégorie qui a atteint quasiment 80% des fonds ont battu leur indice de référence, 79 exactement, soit un pourcentage de hausse de 18% depuis 2023. Encore une fois, ça c'est sur un an. On verra tout à l'heure, ça tient la distance sur de plus longues périodes. Les fonds actifs sur l'immobilier US ont une bonne note qui apparemment ça dure un petit peu dans le temps puisqu'il y a 66% des fonds actifs qui battent leur indice de référence et c'est en hausse de 6% par rapport à 2023. Et là, on commence à avoir une donnée un petit peu intéressante, mais on nous dit que sur 10 ans, 47% des fonds actifs sur l'immobilier US arrivent à battre leur indice de référence et c'est la catégorie leader dans tout ce rapport. Donc ça veut dire que à 10 ans, la catégorie leader, c'est les fonds actifs sur l'immobilier. Et dans cette catégorie, vous avez quand même 53% des fonds actifs, donc plus de la moitié, qui n'arrivent pas à battre leurs indices.
Donc là, on commence à avoir des données assez intéressantes déjà. Et donc ici, on nous dit que moins de 22% des stratégies actives survivent et battent leur et battent leur indice de référence passif sur 10 ans, sur la décennie en gros 2014-2024. Moins de 22% des fonds actifs ont survécu et battu leurs indices entre 2014 et 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ça veut dire qu'il y a plus de 78% des fonds actifs qui, entre 2014 et 2024, n'ont pas réussi à battre leur indice de référence. Et on nous dit quand même que sur le long terme, les meilleures notes restent sur l'immobilier et sur les obligations. Et les taux les plus faibles sont sur les actions US large cap, donc toutes les actions qu'on connaît tous, hein, les Amazon, Tesla, les 7 magnifiques, le S&P 500, le Nasdaq en gros. Hein. Donc là-dessus, c'est la catégorie où les fonds actifs sous-performent le plus le marché. Donc là, on nous dit en gros que le taux de surperformance à 10 ans des fonds actifs qui ont survécu et qui ont surperformé leur indice de référence varie beaucoup en fonction des catégories. Dans le cas des actions US, des grosses actions US, donc les large cap US, il est négatif, ce qui veut dire que vous serez plus pénalisé en choisissant un mauvais gérant de fonds que vous n'avez de risque d'être récompensé de trouver le meilleur. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous décidez d'aller choisir des fonds actifs au lieu des fonds passifs, même si vous trouvez un bon et un pas bon, en gros, vous serez plus pénalisé à avoir un bon et un pas bon parce que le fait de trouver le bon ne vous apportera pas la surperformance nécessaire pour d'avoir pris un mauvais. C'est un peu compliqué à traduire, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Et ils nous disent que là, c'est l'inverse sur les fonds en immobilier et sur les fonds obligataires à haut rendement, où là, effectivement, le risque vaut la peine d'être pris, puisque si vous arrivez à trouver un gagnant, vous serez largement récompensé, même si vous avez 1, 2 ou 3 perdants, par exemple, par rapport à ça. Et là, donc quelque chose de très intéressant, les fonds actifs les moins chargés en frais, donc là, on va spéculer sur le fait que ce sont les ETF actifs, réussissent plus souvent à battre leurs indices de référence que ceux qui sont les plus chargés en frais. Ce qui me semble quand même logique, mais malgré tout, sur 10 ans, donc entre 2014 et 2024, 28% des fonds actifs qui sont les moins chargés en frais dans leurs catégories respectives ont battu leur indice de référence, alors que les plus chargés en frais, c'est 17%. Mais ça veut dire que si on part du principe que les moins chargés en frais sont les ETF, alors c'est peut-être pas que les ETF actifs, mais en tout cas, normalement, tous les ETF actifs devraient être dans cette catégorie, et ben, il n'y en a que seulement 28% qui arrivent à battre leur indice de référence passif. Autrement dit, encore une fois, ça veut dire que vous avez 72% de ces fonds qui échouent à faire mieux que leur indice passif, à faire mieux que le marché en fait, tout simplement. Donc là, on commence déjà à avoir des informations assez intéressantes et on va aller voir en détail, catégorie par catégorie, comment ça se démultiplie tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve sur ce tableau qui va certainement être le plus important de la vidéo, où en fait on va détailler la performance donc des fonds actifs, le pourcentage de fonds actifs qui ont réussi à surperformer leur indice de référence sur une certaine durée. Donc on voit 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on va pouvoir vraiment regarder sur le long terme et sur différentes catégories d'actifs. Donc au niveau des actions, on va avoir les large cap, les mid cap, les small cap. On va également avoir les devises, les actions étrangères, donc la Global Large Band, Diversified Emerging Market et Europe Stock. L'immobilier également aux US et global, et ensuite tout ce qui va être obligations, donc d'État, d'entreprise et à haut rendement. Donc sur un an, on va commencer par là et on va prendre donc le meilleur des élèves qui est donc Intermediate Core Bond, donc des obligations d'État principalement, où là 79,3% des fonds actifs ont réussi à surperformer leur indice de référence sur un an. Donc c'est quand même relativement énorme, mais c'est que sur un an. Donc c'est vraiment sur une période très court terme. Et vous voyez, si on va regarder sur 20 ans, sur la même ligne,
comment ça se passe. Là, c'est plus du tout la même. On passe de 79,3% à 14,2%. Donc, si vous avez une stratégie d'investissement long terme, qui est bien évidemment ce que je recommande et ce dont je parle le plus sur cette chaîne, puisque pour moi, il n'y a que ça qui marche, en fait, tout simplement, et ben vous auriez eu bien plus d'intérêt à rester sur des fonds passifs, des ETF passifs qui répliquent la performance du marché, que d'aller choisir des fonds actifs, puisqu'il y a quasiment 86% des fonds actifs qui n'ont pas réussi à battre leur indice de référence. On va regarder tout de suite à 20 ans. Est-ce qu'il y a une catégorie qui se détache plus qu'une autre sur la surperformance des indices? Et donc, on va voir que le plus grosse performance sur 20 ans, c'est sur les US Mid Value. Donc, les mid cap US avec la stratégie entreprise de qualité, la fameuse stratégie de Warren Buffett, où là, vous avez 30,7% des fonds actifs qui ont réussi à battre le marché, qui ont réussi à battre leur indice de référence. Et ça, c'est le meilleur élève. Donc, autrement dit, encore une fois, même sur cette catégorie-là, où on a les meilleurs fonds, où on a les fonds actifs qui ont le mieux performé, vous avez 69,3% des fonds qui n'ont pas réussi à battre le marché, qui n'ont pas réussi à battre leur indice de référence. On va regarder sur 15 ans parce que parmi toutes les catégories, on ne va pas partout jusqu'à 20 ans. Et on va voir si les résultats sont différents. Donc sur tout ce qui se passe en haut, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On voit juste qu'au niveau du Global Real Estate sur 15 ans, il y a 47,7% des fonds actifs qui ont réussi à surperformer leur indice de référence. Donc on est presque à la parité, mais on est quand même en dessous, globalement. Et par contre, sur ce qui va être les corporate bonds, donc les obligations d'entreprise et les obligations à haut rendement, enfin, sur 15 ans, on a des fonds actifs, on a plus d'un fonds actif sur deux qui arrive à battre le marché, mais c'est uniquement sur 15 ans. On n'a pas les stats encore sur 20 ans. Et je suis assez curieux de les avoir sur 20 ans. Donc, on verra d'ici 5 ans si on a les stats, de voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, sur 15 ans, les obligations d'entreprise, les fonds actifs, il y a eu 63,3% des fonds actifs qui ont réussi à battre leur indice de référence. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, sur 15 ans, effectivement, ça aurait pu être intéressant d'aller choisir des fonds actifs sur les obligations d'entreprise. Mais encore, y aurait-il fallu choisir le bon. Et comment on sait si on choisit le bon? C'est toujours compliqué de savoir qui va être le gestionnaire du fonds, comment est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est réputé, est-ce qu'il a de l'expérience, est-ce qu'il a déjà bien géré des fonds, est-ce qu'il a déjà surperformé les marchés, etc., etc. C'est quand même globalement risqué. Et après, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on n'a pas non plus le pourcentage de surperformance des fonds actifs. Donc, effectivement, si parmi ces 63% de fonds qui ont réussi à battre le marché, vous en avez, j'en sais rien moi, sur les 63, vous en avez 50% qui ont réussi à faire 70% de mieux que le marché, ça pourrait être intéressant. Après, peut-être que c'est absolument pas le cas et que la plupart des fonds ont à peine surperformé le marché et auquel cas, il y aurait mieux valu s'exposer au marché en général. De toute façon, pour moi, il vaut mieux s'exposer au marché en général, quoi qu'il arrive à chaque fois, parce que historiquement, c'est là que vous allez prendre le moins de risques et que vous allez quand même avoir les meilleures performances. Alors que confier ça à un gérant de fonds, vous savez jamais si le gérant, ça va être le même sur toute la durée du fonds et si réellement il est bon et s'il va réussir à faire du bon travail. Donc voilà, ici on a deux colonnes donc, qui sont très intéressantes, je vous en avais parlé tout à l'heure. On voit donc qu'ils ont établi le pourcentage de fonds qui ont réussi à battre leur indice de référence à 10 ans en fonction des coûts. Donc là, sur la colonne qui est en vert ici, vous avez les fonds les moins chargés en frais, le pourcentage des fonds les moins chargés en frais qui ont réussi à battre le marché. Et ici, dans la colonne en rouge, c'est les pourcentages des fonds les plus chargés en frais. Quel pourcentage a réussi à battre le marché. Et on voit qu'il y a quand même des écarts assez importants. Vous voyez, sur les fonds US classiques, parmi les fonds les moins chargés en frais, vous en avez 13% qui ont réussi à battre le marché. Alors, c'est que dalle, 13%. Mais par contre, parmi les plus chargés en frais, vous en avez seulement 1,3%. Donc, il y a quand même un sacré écart entre les deux. Mais encore une fois, vous voyez, même parmi les fonds donc les moins chargés en frais, ceux qui ont le meilleur score ici, alors, vous en avez ici sur les devises, et c'est 50%. Donc, la moitié des fonds sur les devises large value à 10 ans ont réussi à
surperformé leur indice de référence, donc 1 sur 2. Et vous avez également la même chose ici sur l'immobilier aux US et la même chose ici sur le global immobilier un peu plus, donc 53,8% sur 10 ans. Et sur les obligations, étant donné la remontée des taux, là vous êtes à 58,1 pour les core bonds, 60% pour les obligations d'entreprise et 50% sur les obligations à haut rendement. Donc globalement, là, avec la remontée des taux qu'on a eu dernièrement, on peut dire que sur les obligations, les fonds actifs s'en sortent pas trop mal par rapport à leur indice de référence. L'immobilier également. Bah alors le reste du marché, enfin tout ce qui est actions et tout, c'est même pas la peine. Et même parmi les fonds les moins chargés en frais. Vous voyez. Donc, parmi ces fonds les moins chargés en frais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a très certainement les ETF actifs. Et donc, globalement, on voit que c'est loin d'être une révolution et que, en fait, ça ne fera pas mieux que des OPCVM. Ça fera mieux dans le sens où ça vous chargera moins de frais. Donc, si vous voulez opter pour de la gestion active malgré tout à tout prix, partez sur les ETF, ça sera toujours mieux que de partir sur des OPCVM parce qu'au moins vous aurez moins de frais avec les ETF actifs. Mais dans tous les cas, à long terme, je reste convaincu que les ETF passifs auront toujours ma préférence et seront toujours plus performants que les fonds actifs. On continuera quand même, enfin moi en tout cas à titre personnel, je continuerai quand même à surveiller cette étude au moins une fois par an. Je pense que c'est toujours intéressant de le revoir. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est des vidéos que vous avez envie de revoir assez régulièrement sur la chaîne ou pas. Auquel cas, je me renseignerai pour noter quand sort le rapport et faire ça une fois par an, qu'on fasse une review là-dessus. Mais je pense que ça peut être intéressant et c'est aussi à suivre sur le long terme parce que les choses peuvent changer, je vois pas pourquoi, mais les choses peuvent changer et peut-être que du coup, en voyant ces évolutions, on peut aussi adapter sa stratégie d'investissement par rapport à ce qui se profile. Donc voilà, après vous avez d'autres tableaux qui vous montrent certaines données qui peuvent être intéressantes. Donc ici, vous avez l'évolution année par année de la performance des fonds actifs par catégorie. Bon, c'est par année écoulée, donc ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi qui préconise plutôt de l'investissement long terme. Mais voilà, si jamais vous l'avez dans l'étude, si vous voulez y jeter un œil. Vous avez ensuite l'évolution sur les dernières années de la surperformance des fonds par catégorie, donc les actions, enfin toutes les catégories qu'on a vues jusqu'à maintenant, on vous remonte jusqu'à 2018 pour que vous puissiez voir s'il y a une réelle évolution. J'ai l'impression que globalement c'est quand même plutôt flat par rapport à 2018 sur la plupart des catégories. Mais voilà, c'est pareil, vous pouvez y jeter un œil si jamais vous voulez. Ici, vous avez la performance à 10 ans en moyenne sur les fonds actifs, donc qui sont pondérés par actif. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le S&P 500, c'est un indice qui est pondéré par actif, c'est-à-dire par le poids de l'actif. Vous avez Apple aujourd'hui qui est la plus grosse capitalisation boursière, qui doit représenter, je crois de mémoire, un truc comme 6 ou 7% de l'actif. Et vous avez aussi des fonds qui sont ce qu'on appelle équipondérés, c'est-à-dire que dedans, il y a 20 fonds, il y a 20 lignes par exemple, et chaque ligne représente 5% du fonds pour aller faire 100%. Mais 20 lignes égales. Et donc, vous avez les différences de performance et vous avez ça donc par fonds actif et par fonds passif. Donc, pareil, bon, vous pouvez regarder ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Et donc, ici, on nous dit que donc les large cap US, donc les grosses capitalisations boursières américaines, ont été le marché le plus difficile pour les fonds actifs sur le long terme, puisqu'en fait, il n'y a que 7% des fonds qui étaient là donc au début de la période d'études. Donc là, c'est décennies, qui étaient là donc en janvier 2014, qui ont survécu et qui ont réussi sur ce créneau, sur cette décennie, à battre leur rival passif à fin décembre 2024. Donc de janvier 2014 à décembre 2024, pour faire simple. Et pour les fonds mid et small cap, ça s'en sort un petit peu mieux. On est à 22 et 26%. Mais bon, ça veut dire que dans tous les cas, il y a quasiment encore 75% des fonds actifs qui ne parviennent pas à battre leurs indices respectifs et les ETF passifs qui les concurrencent. Ensuite, on nous dit que la stratégie de choisir des entreprises de croissance a eu le plus de difficultés à délivrer de la valeur aux investisseurs. Sur tous les fonds actifs qui existaient dans cette catégorie il y a 2 décennies, il y en a 65% d'entre eux qui ont disparu et il y en a seulement 1% qui ont réussi à surperformer leur équivalent passif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ici, on nous dit que les fonds actifs US sur les grosses capitalisations ont fait mieux en 2024 qu'en 2023.
puisque sur 2024, il y en a 37% qui ont réussi à battre leur indice de référence. Donc, ça me fait toujours halluciner de savoir que même sur un an, il y en a 63% qui n'y arrivent pas, hein. Et donc, c'est une augmentation de 4% par rapport à 2023. Dans la stratégie de croissance, il y a à peu près 40% des fonds actifs qui ont réussi à surperformer sur un an leur indice de référence, ce qui est le double de 2023 où ils étaient à 20%. Et la stratégie value, donc la stratégie de retrouver des entreprises de qualité comme Warren Buffett, eux ont perdu 13% de succès par rapport à l'année précédente. Donc vous voyez, ça varie même beaucoup d'une année à l'autre en fonction de la stratégie adoptée, hein. Ensuite, ici, on nous dit que donc les fonds sur les large caps qui sont le plus chargés en frais ont encore plus de difficultés à réussir, hein, ce qui me paraît logique. On voit déjà que les fonds les moins chargés en frais ont déjà des difficultés à battre le marché. Et donc forcément, plus vous avez de frais au sein de votre fonds, plus c'est compliqué également de dégager de l'alpha par rapport au marché. Donc moins de 5% d'entre eux ont réussi à battre leur indice de référence sur la dernière décennie, hein, jusqu'à 2024, donc 2014-2024. Et en comparaison, pour les fonds les moins chargés en frais, vous en avez 12% qui ont réussi à battre leur indice. Donc c'est quand même énorme de savoir que 88% des fonds, même parmi les moins chers et donc même parmi les ETF actifs, n'ont pas réussi à battre leurs indices sur 10 ans. Donc là, après, on nous dit qu'effectivement, logiquement, les investisseurs préfèrent les fonds les moins chargés en frais qui ont une meilleure performance. Bah oui, forcément. Et on nous dit également que les fonds qui sont pondérés par actif, donc la plupart des fonds, ont une meilleure performance que leur équivalent équipondéré sur toutes les stratégies, là, sur les large caps en tout cas, et sur toutes les périodes de temps. Donc en gros, les fonds qui sont pondérés par actif et non équipondérés, en général, surperforment les fonds équipondérés, quelle que soit leur stratégie et quelle que soit la durée d'investissement. Et enfin ici, on nous dit que sur la décennie 2014-2024, les fonds passifs qui ont adopté la stratégie Growth ont battu leurs homologues actifs de 2,3% par an sur les actifs pondérés, sur les fonds pondérés par actifs et non équipondérés. C'est la plus large performance parmi toutes les catégories Morningstar du site. Et donc les fonds large cap traditionnels passifs ont battu leurs homologues actifs de 1,7% par an en moyenne sur 10 ans. C'est quand même énorme, hein. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même relativement énorme, hein. Donc jusqu'à là, on a vu le récapitulatif sur les large caps, hein, les grosses capitalisations boursières. Et donc, on va voir maintenant ce qui est dit pour les mid caps, hein, les moyennes capitalisations boursières. Donc là, on nous dit que 37% des fonds actifs ont survécu et surpassé leurs équivalents passifs sur les 12 derniers mois, et soit 8% de moins que l'année d'avant, en fait. Donc, ça a diminué de 8% par rapport à l'année précédente. Ensuite, ici, on nous dit que pendant que globalement la stratégie active sur les mid-cap avait reculé en performance, les différentes stratégies, eux, avaient des résultats un petit peu différents. Donc sur la stratégie value, il y a 35% de moins qu'en 2023 de fonds actifs qui ont surperformé leurs indifférences. Et dans le même temps, sur la stratégie croissance, eux, ils ont augmenté leur pourcentage de performance par rapport à leurs indices actifs de 11%. Et donc maintenant, on va voir la même chose sur les small cap US. Donc ici, on nous dit qu'environ 43% des fonds actifs sur les small cap ont survécu et surpassé leurs équivalents passifs sur 2024, en légère augmentation par rapport à 2023. Sur le long terme, ils ont toujours eu un meilleur résultat sur les small cap que sur les large cap, dû au fait que sur les small cap, les petites capitalisations boursières, le marché est beaucoup moins efficient. Effectivement, hein, sur les large caps, aujourd'hui, c'est là que tout le monde se concentre principalement dessus et on a une efficience du marché qui est incroyable, ce qui fait que chaque news, chaque annonce, chaque quoi que ce soit est pricé immédiatement, voire même en avance par le marché. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo un jour sur l'efficience des marchés, même s'il y a déjà plein de gens qui en ont parlé sur YouTube, je pense que j'aurai 2-3 choses à dire là-dessus aussi. Et c'est vrai que sur les small cap et les mid cap, comme c'est des marchés où les particuliers
principalement vont moins et où il y a beaucoup plus aussi de valeur, et ben c'est le marché est quand même un peu moins efficient, même s'il reste très efficient, il l'est un peu moins que sur les large caps qui sont relativement quand même concentrés sur quelques valeurs. Et enfin, on nous dit qu'il faut quand même relativiser un petit peu les choses, puisque uniquement 26% des fonds actifs sur les small caps ont survécu à 10 ans et ont réussi à surperformer leurs équivalents passifs entre 2014 et 2024. Malgré tout, c'est quand même sur ce secteur de marché que les managers actifs ont le plus de chances de battre leur actif passif, puisqu'on nous dit ici qu'ils ont environ 35% de chances de battre leur équivalent passif sur le marché américain à 10 ans. Donc sur le marché des actions mondiales, Foreign Stock, tout à l'heure je vous dis que c'était les devises, mais en fait c'est les actions mondiales, je me suis planté. Les fonds actifs ont réussi à battre leurs indices de référence en 2024 à hauteur de 37%, soit une baisse de 12% depuis 2023. Donc vous voyez, en 2023, ils étaient donc à 49. Sur les marchés émergents, il y a une baisse de 36%, donc ils sont redescendus à 22% entre 2023 et 2024. Et sur les marchés européens, il y a eu une hausse qui les a emmenés jusqu'à 35%, donc 35% des fonds actifs sur les marchés européens qui surperforment leurs indices de référence sur un an. Donc ici, on nous dit que globalement, les stratégies actives hors US ont eu plus de succès que les stratégies propres aux US, puisque sur 10 ans, on a à peu près 27% des fonds actifs globaux internationaux qui ont réussi à dépasser leurs indices de référence, alors que si on se concentre sur les fonds uniquement basés aux États-Unis avec des investissements là-bas, on n'est que sur 15%. Voilà. Et ici, on nous dit que les fonds qui ont une stratégie internationale ont souvent des fonds plus élevés que ceux qui investissent uniquement aux US. Et donc, parmi les fonds les moins chargés en frais, donc les ETF probablement actifs les ETF actifs font probablement partie de cette catégorie. Ils ont 2 fois plus de succès de battre leurs équivalents passifs que les fonds les plus chargés en frais sur 10 ans. Donc vous voyez, c'est du simple au double, c'est quand même assez énorme. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous dis de faire attention globalement quand vous allez choisir des produits d'investissement, de faire attention aux frais, parce que là, entre un fonds très chargé en frais et un fonds qui est peu chargé en frais, vous avez 2 fois plus de chances d'un côté de battre le marché que sur le fonds le plus chargé en frais. Même si moi, je vous conseille toujours, plutôt de prendre des fonds actifs, de partir sur des ETF passifs parce que c'est de base très peu chargé en frais et vous avez toujours plus de chances d'avoir une meilleure performance que sur des fonds actifs. Et dans tous les cas, vous aurez moins de frais. Donc sur les fonds en immobilier maintenant, en 2024, 47% des fonds gérés activement sur l'immobilier qui ont survécu ont battu leurs équivalents passifs, ce qui est donc la note la plus haute de toutes les catégories étudiées dans cette étude. On nous dit également que le taux de succès il fluctue énormément, surtout à court terme. Et les fluctuations, elles divergent également au sein du même marché, puisqu'il y a différentes catégories. Donc vous avez des fonds qui investissent exclusivement en dehors des US, d'autres qui investissent aux US et ailleurs, donc beaucoup plus global. Et la différence de performance entre ceux qui investissent aux US et ceux qui investissent en dehors des US, c'est ce qui fait que les gérants actifs arrivent à avoir plus de succès que leur équivalent passif. Et en 2024, les fonds sur l'immobilier ont réussi à battre leur équivalent passif 67% du temps, ce qui est un déclin de 11% par rapport à 2023. Et donc, on va terminer le review de cette étude par les obligations. Donc, on nous dit que les gérants actifs sur les obligations ont augmenté sur les 3 catégories examinées en 2024. Les obligations core, donc les obligations sans risque, comme les obligations d'État ou investment grade de manière générale, ont l'idée la catégorie avec quasiment soit 80% des fonds actifs qui ont battu leur indice de référence, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. Là, on nous dit aussi que les fonds actifs sur les obligations ont tendance à prendre plus de risques que leurs homologues passifs et que c'est cette dose de risque en plus qui a aidé les managers actifs à surperformer de 2023 à 2024, notamment au niveau des spreads de crédit qui se sont resserrés. Enfin, donc on nous dit que les obligations ont été un terrain fertile pour les managers actifs parce que sur la dernière décennie, 45% des fonds ont survécu et battu leur indice de référence.
En plus de ça, on me dit que la récompense de choisir un manager qui aurait réussi à surperformer le marché aurait été plus intéressante que le risque de choisir un manager qui aurait sous-performé sur 10 ans. Donc en gros, sur 10 ans, il y avait peut-être un intérêt à aller choisir des fonds actifs sur les obligations, même si encore une fois, à titre personnel, je serais resté sur les fonds passifs parce que j'ai un horizon d'investissement qui est supérieur à 10 ans et je reste convaincu que quel que soit le marché, les ETF passifs, sur le long terme, surperformeront quasiment toujours leurs homologues actifs. Voilà, donc on arrive à la fin de ce que je voulais vous présenter sur cette vidéo. Comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses où je suis passé, que je vous ai pas montré en détail, parce que sinon ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue. Dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, le lien de l'étude sera en description, donc vous pourrez la retrouver, la télécharger et regarder tout dans le détail si jamais vous voulez en savoir plus. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura plu. Si jamais vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce type de contenu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous privilégiez les fonds d'investissement passifs ou alors les fonds d'investissement actifs, ou si vous faites différemment en fonction des catégories d'investissement, des classes d'actifs ou des stratégies. J'aimerais bien avoir un petit peu les avis de ce que vous faites en commentaire. Et dans tous les cas, pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider, vous aussi, à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!